Bonjour pour l'ensemble des étudiants de ces deux ensembles, l'ensemble 7 et l'ensemble 8, pour ce module Introduction à l'économie. Donc, je vais encore prendre un peu de temps pour donc situer cette branche, cette discipline, l'économie. Donc, les dernières séances ont été consacrées donc à situer la matière, à situer cette science. En tout cas, c'est une science, mais quand même qui pose encore des débats sur la scientificité de ces résultats. On a déjà défini donc l'économie comme cette discipline qui s'intéresse à étudier comment s'organisent les hommes c'est les êtres humains, hommes et femmes, comment s'organisent les hommes dans la société pour satisfaire leurs besoins, pas tous les besoins, mais les besoins qui ont un caractère, donc, qui nécessitent, donc, qui ont un rapport avec l'économie, c'est-à-dire les besoins à caractère matériel, parce qu'il y a des besoins qui échappent à l'économiste. Ça n'empêche qu'il y a certaines théories en économie qui veulent nous faire savoir que tous les besoins ont un caractère économique. C'est pourquoi le discours économique ces dernières années, depuis les années 70, on est dans un discours dominant de l'économie, c'est-à-dire que ce qui domine, c'est l'économie. Ça veut dire qu'on est dans cette orientation que tout peut se passer par le marché, depuis le retour en force de la pensée libérale, c'est-à-dire de considérer la société comme un marché et que tout peut se passer par le marché. C'est ça, donc, c'est pourquoi il y a une domination de cette discipline, une marchandisation qui fait que presque on se pose s'il y a encore des besoins qui échappent à l'économiste. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore des besoins, puisqu'on peut acheter des enfants, un nourrisson, des choses qui normalement ne doivent pas relever des marchés, commencent à balancer du côté de la marchandise. C'est ça. C'est pourquoi on se pose des questions de la domination et de cette frontière entre le marchand et le non-marchand. Le rôle de l'éthique en économie, du côté moral. Donc, la semaine dernière, la dernière séance, la dernière intervention, j'ai soulevé cette question il y a aussi la question qui se pose, donc la rareté des biens. On a déjà soulevé comment même cette rareté pose des débats. C'est-à-dire que les ressources rares, lorsqu'on parle de ressources rares, ça veut dire que il y a d'autres ressources qui ne sont pas rares. Mais aujourd'hui, presque toutes les ressources sont rares, même les biens qui étaient abondants, l'air commence va se raréfier par le fait de la pollution. Ce qui fait que si les gouvernements, si tous les acteurs ne se mobilisent pas, donc ne changent pas de politique économique, politique industrielle, la compétitivité entre les États, ce qui fait les choses seront dramatiques et on va faire une atteinte à la biosphère, une atteinte à la planète, ce qui fait que même des biens qui étaient considérés comme abondants vont donc se raréfier par la dégradation de leur qualité. Donc, j'ai aussi soulevé et critiqué cette définition de Robbins qui exprime cette domination, comme quoi avant l'objectif c'était utiliser ces ressources rares. On a des besoins illimités et l'économie doit donc nous éclairer sur la meilleure organisation possible pour exploiter et administrer les ressources rares. C'est-à-dire, l'objectif c'était quoi? C'était vraiment exploiter les ressources rares. Et ça, c'est aujourd'hui on est
on est arrivé que ces définitions ne mènent directement vers le mur, puisque s'ils sont rares, c'est parce qu'ils sont rares qu'il ne faut pas les exploiter, qu'il faut les administrer selon d'autres objectifs. Il faut les pérenniser. Il faut chercher à ne pas les dégrader, à ne pas les épuiser, à adopter d'autres modèles de croissance, d'autres modèles d'organisation, d'autres modèles de développement pour préserver ces ressources. C'est pourquoi, lorsqu'on a constaté que des problèmes à ce niveau-là, d'épuisement des ressources, de dégradation de l'environnement, d'atteinte à la qualité de certains biens, d'autres définitions, d'autres outils d'analyse vont émerger. On va adopter, par exemple, pour calculer le bien-être, on adopte d'autres indicateurs de richesse au lieu du PIB, le produit intérieur brut. Donc, avant, c'était ça. On mesure la richesse uniquement par ce concept, par cet indicateur, c'est-à-dire le pays où il y a la richesse, c'est le pays où il y a le bien-être. C'était automatique. Et on voulait la richesse. Mais depuis les années 80, on a constaté que ce n'est pas ça, le bien-être. Qu'on peut avoir un PIB gonflé avec beaucoup de problèmes sociaux, avec de la pauvreté, des inégalités. Ça ne veut rien dire la richesse quantitative. La richesse quantitative n'est pas synonyme de développement, de bien-être. J'ai aussi soulevé cette question du mode d'organisation économique et sociale pour satisfaire les besoins. On a des besoins des hommes, des individus, mais j'ai soulevé comment répondre, comment s'organiser, la société, l'État, comment il va s'organiser pour répondre aux besoins. Et j'ai soulevé que dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, on a imaginé deux systèmes. Soit que vous allez passer par le marché, soit que vous allez passer par la collectivité, c'est-à-dire le plan. Il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'un système collectiviste, comme donc c'est le système socialiste communiste, qui s'inspire de certains théoriciens, Karl Marx et d'autres, et qui a vu une expérience, qui a donné lieu à une expérience, mais qui a mal fonctionné, le communisme soviétisé, qui n'a pas vraiment, qui a montré que c'était pas ça le bien-être, c'était pas ça le bien-être de la population, et que ce système qui a été adopté en Union soviétique et dans pas mal de pays de l'Europe de l'Est, les pays de l'Europe centrale et orientale, les PECO, donc la Hongrie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, maintenant c'est la République tchèque, la Pologne et d'autres pays, l'Allemagne de l'Est. Donc, il sera donc ce système allait être abandonné en 1991. Déjà la chute du mur de Berlin en 1989 a permis la réunification allemande entre deux Allemagnes, et donc entre les deux Allemands, la RDA et la RFA. Et depuis 1991, les pays, l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, va subir un éclatement en une quinzaine de républiques autonomes, souverains, comme la Biélorussie, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Ukraine et d'autres. Et les pays, donc, plusieurs pays vont faire leur transition vers l'économie de marché. Et suite à cette transition vers l'économie de marché, ils vont intégrer l'Union européenne à partir de 2004. C'était d'abord la Pologne, la Tchécoslovaquie et les autres pays vont suivre. C'est parce que parmi les critères d'intégration de l'Union européenne, l'économie de marché, il y a une trentaine de critères, pas seulement à caractère économique, respect des droits de l'homme, l'économie de marché, et si un pays ne satisfait pas ces critères, ne sera pas accepté à l'Union européenne. Et les pays qui faisaient partie des pays socialistes à l'époque, avant 1991, ont abandonné ce système, et ils vont donc adopter l'économie de marché. Donc voilà, on a deux modes d'organisation, soit le marché, soit le plan. C'est-à-dire, le marché, c'est que si vous ne payez pas un prix, vous n'auriez pas le bien et le service.
faut passer par le marché pour satisfaire vos besoins. C'est les pays capitalistes, les pays où il y a l'économie de marché. D'autres pays qui étaient dans un autre système, mais qui n'existe plus, qui a existé sous une forme donc critiquée, mais qui a été abandonnée depuis 1991, la satisfaction des besoins passe par le plan. Il n'y a pas la propriété privée. Il n'y a pas, vous allez travailler en tant que... C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas des entreprises capitalistes, tout appartient à la collectivité. Et lorsque vous travaillez, vous auriez des salaires, mais que vous allez donc acheter des biens et des services, il y a donc une planification sur ce plan, mais il n'y a pas l'initiative privée. Il n'y a pas donc, vous ne pouvez pas posséder des terres, vous ne pouvez pas investir, vous n'avez pas votre propre entreprise. Donc la propriété n'était pas privée, mais elle était collective, la propriété collective des moyens de production. Le système était basé sur la planification, le plan qui s'impose de façon centrale et verticale. Donc, mais dans la réalité, est-ce qu'on a vraiment le marché à 100%? Dans la réalité, on n'a pas le marché. Dans la réalité, c'est vrai que le marché, l'économie capitaliste, c'est une variante théorique, c'est de la théorie. Mais les modèles, il y a des modèles qui sont plus proches, comme le modèle américain, le modèle britannique, le modèle anglo-saxon. Mais même dans ce modèle américain, même les États-Unis, il y a une intervention de l'État. Normalement, si considérer les États-Unis comme un modèle libéral, si on voit la politique économique de Trump, on va se rendre compte que ce n'est pas le libéralisme, puisque Trump a été protectionniste durant son mandat. On a vu qu'est-ce qu'il a les taxes adoptées vis-à-vis de la Chine. Donc c'était vraiment du mercantilisme, une guerre économique pour la compétitivité. Et l'État américain donc a fait des interventions protectionnistes pour donc dans ce cadre d'assurer la compétitivité face à la concurrence chinoise. Donc c'est pas le libéralisme. Même il y a aussi des interventions sur le plan de l'armement. Le budget affecté à la recherche, à l'armement, il est colossal. Et d'autres. Donc, il n'y a pas le libéralisme pur et dur, tel qu'il est enseigné dans la théorie, n'existe pas. On est plus ou moins proche. Il y a des modèles qui sont considérés comme capitalistes, mais qui sont vraiment très, très loin du marché. La France, considérée comme un pays capitaliste, mais la dépense publique, il peut atteindre jusqu'à 50% de la richesse nationale, les prélèvements obligatoires, les taxes, les impôts, les cotisations sociales. Et donc, c'est pourquoi Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République française de 1974 à 1981, il a été candidat aussi à sa succession en 1981, les élections qui ont été gagnées par François Mitterrand. Lui, il a critiqué à l'époque les socialistes, comme quoi et le taux de prélèvement, lorsqu'il dépasse 45%, on est dans une économie socialiste. Pour lui, c'est un indicateur, le taux de prélèvement, c'est un indicateur qui montre le modèle, l'État et la nature des modèles de pays. C'est-à-dire que lorsqu'on prélève trop, on n'est plus un pays capitaliste. On a une dépense publique, donc la moitié de la richesse nationale, et un pays, il est qualifié de pays capitaliste, ça pose des questions. Même le modèle socialiste, il y a un modèle qui n'est pas centralisé. C'est le modèle yougoslave. La Yougoslavie qui n'existe pas aujourd'hui, qui a donné lieu après l'éclatement en 1994 à plusieurs pays, le Monténégro, la Serbie et d'autres, Kosovo et la Bosnie, la Croatie et notre pays, donc Macédoine. Donc
ce pays-là, la Yougoslavie de Tito, du maréchal Tito, donc était considéré comme un modèle autogestionnaire. D'ailleurs, Tito n'était pas vraiment apprécié par Staline. Staline qui était considéré comme donc, le président soviétique, mais qui était considéré comme un dictateur, parce qu'il a vraiment, il a assassiné pas mal de ses amis dans le Parti communiste. Et il était trop critiqué. Il était trop critiqué, pas seulement en Union soviétique, puisqu'il y avait l'insurrection de Budapest. Il a massacré même les opposants à l'extérieur de l'Union soviétique. Le printemps de Prague, lorsque les gens, les citoyens de d'autres pays vont manifester un besoin de liberté et d'affranchissement par rapport au modèle communiste soviétique. Donc, Staline était considéré comme étant substituer le totalitarisme au socialisme. C'est-à-dire, voilà, les modèles. Donc, il y a le modèle allemand, le modèle scandinave. Le modèle scandinave aussi, il est caractérisé par la générosité des dépenses sociales. Pourquoi ces pays sont classés dans les meilleurs rangs, les meilleures positions dans l'indicateur du développement humain? Parce qu'il oriente la politique économique et sociale vers les secteurs de l'éducation, de la santé. Donc voilà, donc le libéralisme, le socialisme sont des variantes théoriques. Dans la réalité, on est dans des économies mixtes où on a le secteur privé et le secteur public en même temps. Sauf que il y a des pays où le marché, où le secteur privé est important par rapport au secteur public, et dans d'autres, il y a donc l'inverse. Secteur public très important par rapport au secteur privé. Par exemple, en Angleterre, secteur privé aux États-Unis, très important par rapport au secteur public, mais en France, en Allemagne, pays scandinaves, le secteur public, il a encore une importance, les services publics et le système de protection sociale, l'école publique, les universités, le domaine de la santé, l'État est encore un poids dans ce domaine. Donc, je vais vous donner quelques définitions de l'économie de certains. Généralement, ce sont les auteurs donc, les plus cités lorsqu'on aborde l'introduction à l'économie. On va voir Raymond Barre. Donc, selon l'économiste Edmond Malenvaux, l'économie est la science qui étudie comment les ressources rares, presque on a toujours les mêmes définitions, comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Donc, comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. L'économie, donc toujours selon Malenvaux, s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution, c'est-à-dire la répartition. Lorsqu'on produit, on fait la répartition du revenu, la distribution et la consommation des biens. Donc voilà, il s'intéresse d'une part aux opérations essentielles, que sont la production, la distribution et la consommation, et d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Il ne s'intéresse pas uniquement aux opérations, mais aussi aux institutions. Il y a des institutions pour faciliter les opérations. On a besoin des règles de droit, on a besoin de la sécurité, on a besoin de la justice, on a besoin des moyens de transport, des institutions. On a besoin des administrations, on a besoin donc des institutions sur le plan donc juridique, sur le plan social, sur le plan politique. On a besoin d'un cadre pour opérer, pour produire, pour faire ces comportements. On a besoin des institutions et d'activités
ayant pour objet, qu'est-ce qu'ils ont pour objet, ces institutions, ces activités? De faciliter ces opérations. Selon Raymond Barre, c'est vrai que je pense que dans le monde, il n'y a pas une faculté qui n'enseigne pas Raymond Barre pour les étudiants de la première année à la faculté. Moi aussi, j'ai fait mes études à Casablanca, les années 80. La première séance, on avait un Français, Michel Moret, il est très connu. Alors vous pouvez avoir son cours, il est publié. Vous pouvez le trouver à la librairie, donc à Casablanca. Vous pouvez le trouver. Raymond Barre, donc Michel Moret, c'était un Français. C'est vrai qu'il venait la première séance, il nous prend 3 heures, mais après, ce sont d'autres professeurs marocains qui prennent le relais, qui font le cours. Lui, il se présente la première séance, il est décédé. Maintenant, il y a presque 20 ans, il est décédé, Michel Moret, et vraiment, il enseigne, et il nous a cité Raymond Barre, il insiste beaucoup sur Raymond Barre. Raymond Barre n'était pas seulement un économiste, il était aussi un homme politique. Lui, il a exercé comme ministre du Commerce extérieur en 1976, sous le gouvernement Jacques Chirac. Jacques Chirac était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, qui vient de décéder il n'y a même pas 10 jours maintenant, 2 semaines, il était le président français de la République française de 1974 à 1981. Et Raymond Barre, il va exercer comme ministre du Commerce extérieur, comme ministre de l'Économie et des Finances, mais il va exercer aussi comme Premier ministre. 78-81, donc les dernières années, il va être nommé Premier ministre par Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, il était donc Premier ministre. Il était aussi le maire de la ville de Lyon. Le maire de la ville de Lyon. Il a 2 tomes en économie générale, tome 1 et tome 2. Selon Raymond Barre, la science économique est la science de l'administration des ressources rares. La science de l'administration des ressources rares, c'est-à-dire la science qui nous permet de gérer, d'administrer des ressources rares, non abondantes. L'économie étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement de ces ressources. Donc l'économie va étudier comment se comportent les hommes pour aménager, pour utiliser, pour gérer ces ressources rares. Donc l'économie analyse et explique les modalités, les formes, les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction des besoins illimités en nombre. Donc l'économie analyse et explique. Elle a cette mission d'analyser et d'expliquer les modalités selon lesquelles, comment agissent les êtres humains, les modalités selon lesquelles un individu ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction des besoins nombreux et illimités. Nombreux et illimités. Pour Joseph Stiglitz, c'est un économiste américain qui a obtenu avec d'autres le prix Nobel d'économie en 2001. Donc, il a des travaux donc, sur l'économie keynésienne, sur la théorie de l'information, l'asymétrie d'information, comment l'information est importante pour un agent. Il peut, à travers l'information, donc, être bien placé par rapport à d'autres, c'est l'asymétrie d'information. Il a aussi des apports en matière d'économie de développement, inégalité sur les inégalités. Il a exercé aussi
comme économiste en chef au sein de la Banque mondiale, vice-président, mais il va quand même, après son départ de la Banque mondiale, il va critiquer la Banque mondiale et le FMI. Donc, il va les critiquer, il va critiquer leur manière d'influencer l'économie mondiale, leur méthode. Donc, parce que pour lui, ces deux institutions ne prennent pas en compte les préoccupations, les impératifs du développement dans le monde, les inégalités du niveau de développement. C'est-à-dire, il ne fait pas, pour lui, les deux institutions ne font pas un travail dans ce sens. Il va être aussi chargé par le président français Nicolas Sarkozy. Il va en 2008 à préparer aux côtés d'Amartya Sen, le prix Nobel indien, et de Jean-Paul Fitoussi, un rapport, des réflexions, un rapport sur les indicateurs de mesure de la richesse. Et donc, c'est-à-dire comment dépasser le PIB pour mesurer la richesse. Donc, réfléchir sur d'autres indicateurs plus fiables, plus crédibles que le PIB. Pour cet économiste, Joseph Stiglitz, l'économie est une science sociale. Il étudie le problème des choix dans une société d'un point de vue scientifique. Il étudie le problème des choix dans une société d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire à partir d'une exploration systématique qui passe aussi bien par la formulation de théories que par l'examen de données empiriques. Donc, l'économie étudie le problème des choix dans une société d'un point de vue scientifique. Donc, il doit avoir une méthode, une finalité scientifique. C'est-à-dire, l'économie doit être rigoureuse dans sa méthode d'analyse. C'est-à-dire, l'économie doit donc, à partir d'une exploration systématique, donc arriver à cet objectif scientifique qui doit passer, donc l'objectif d'analyse scientifique doit passer par la formulation des théories, mais aussi par l'examen de données empiriques. Donc, pour lui, le travail d'un économiste, il doit prendre en compte ces deux aspects, doit concilier entre éléments théoriques et éléments empiriques, pas seulement toujours rester dans la théorie. C'est-à-dire, il faut mêler théorie et fait, prendre en compte le côté empirique et le côté théorique pour étudier la réalité économique et pour donc analyser les phénomènes économiques. Pour François Bourguignon, c'est un Français, c'est aussi un économiste très connu. L'économie n'est pas, j'ai laissé ça à la dernière, je ne l'ai pas fait comme ça. Donc mon enchaînement de définition, il est bien choisi pour laisser les idées de François Bourguignon à la fin pour discuter de cette question de scientificité de l'économie. Lui, il va montrer comment l'économie ne peut pas prétendre arriver à la scientificité de son analyse. Pour lui, l'économie n'est pas une science dans le sens où il ne peut pas fournir des lois universelles, contrairement aux classiques et aux libéraux qui affirment que les lois de l'économie sont des lois universelles et immuables, qui ne peuvent pas être datées historiquement. Ils sont valables pour tout le temps et en tout lieu. Pour Bourguignon, non. L'économie n'est pas une science dans la mesure où il ne peut pas fournir des lois universelles, c'est-à-dire des lois valables pour tous les pays, et objectives. Pour lui aussi, l'économie n'est pas apte à fournir des lois objectives. C'est-à-dire l'économie ne peut pas nous fournir des lois qui affichent une objectivité affirmée, des lois définitives. Non, l'économie ne peut pas
être sur ce registre-là, ne peut pas ne fournir des lois objectives qui expliquent le fonctionnement des économies en tout point de l'espace et du temps. Donc pour Bourguignon, l'économie est incapable de fournir des lois universelles, c'est-à-dire des lois qui concernent tous les pays, tout le monde, tout l'espace, et aussi il ne peut pas fournir des lois objectives, c'est-à-dire des lois qu'il faut vraiment avaler sans les discuter, des lois vraiment définitives, des lois achevées. Mais l'économie, il va quand même, c'est ce que j'ai toujours, depuis le début, si lorsqu'on affirme que l'économie n'est pas une science, on ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Il faut quand même lui rendre hommage à cette discipline. N'est pas une science, ça veut dire que cette économie est restée embryonnaire. Non, n'est pas une science, mais quand même, plusieurs siècles ont permis à cette discipline de se perfectionner. L'effet cumulatif, les remises en cause, l'apport, le perfectionnement des outils théoriques a été fait. Cette économie nous permet quand même de comprendre les causalités entre les phénomènes. Donc il ne faut pas, si on affirme qu'il n'est pas une science, cela ne veut pas dire que vraiment que cette discipline ne sert pas à grand chose. C'est une discipline qui est utile malgré le fait qu'il ne peut pas prétendre un caractère scientifique achevé. L'économie est peut-être plus scientifique, mais l'économie est peut-être plus scientifique que d'autres sciences humaines. Donc, il va montrer comment, il a dans sa définition, comment l'économie est plus avancée que d'autres sciences humaines, dans la mesure où, à partir de quelques hypothèses clairement annoncées, il est possible d'expliquer un certain nombre de phénomènes complexes. C'est-à-dire que l'économie a cette capacité d'expliquer des phénomènes complexes lorsqu'il choisit ses hypothèses, lorsqu'il choisit son modèle d'analyse, ses hypothèses. Donc l'économie a cette capacité quand même de décortiquer des phénomènes complexes et de les éclaircir, de les analyser et de nous permettre une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le fonctionnement des économies et des sociétés. Donc, voilà donc la longue introduction. Donc, j'ai insisté, j'ai pris 3 séances. Parce que les étudiants qui viennent quand même, qui poursuivent, qui s'inscrivent pour la première fois, doivent quand même situer cette matière, cette discipline. Ils doivent saisir son importance pas seulement pour leur cursus, mais pour les sociétés, pour les besoins donc des gouvernants, pour les besoins d'autres acteurs, parce que l'économie, ce n'est pas seulement les politiques économiques, c'est aussi les stratégies des acteurs. Il n'y a pas que le macro, il n'y a pas que la macroéconomie, les acteurs macroéconomiques. Mais il y a aussi le côté microéconomique, les unités productives, les ménages, les unités qui consomment. Et donc, il peut être utile, pas seulement en tant que matière pour passer l'examen ou pour avoir un diplôme, mais les manuels, lorsqu'ils sont mis à l'avant d'économie, c'est pour tout le monde, pour comprendre le fonctionnement des économies. Donc, c'est très important. Donc, voilà. Donc on va les prochaines séances. Donc, ça sera. Donc, je vais me concentrer pour vous donner. Le cours ne va pas se faire de cette façon comme en présentiel. Chapitre, prenez, on va vous dicter. Mais chaque fois,
pour les différents chapitres, ça sera un condensé, ça sera l'essentiel. Par exemple, pour la séance prochaine, ça sera donc les théories et les courants économiques. Donc, je préfère prendre 2 interventions. Donc, on va terminer les courants, les théories. C'est très important pour les étudiants qui s'inscrivent donc en première année d'introduction à l'économie. Même si un module est consacré totalement à l'histoire de la pensée économique en S5, mais moi, je considère que je dois faire ce chapitre et lui donner l'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui peuvent quitter la faculté d'économie, de droit ici, avant d'arriver en 3e année. Ils peuvent faire des passerelles, après 2 ans, aller intégrer le NCG ou d'autres écoles, ou bien carrément ne pas terminer ses études. Je ne le souhaite pas pour vous, mais quand même, on ne doit pas avoir ces idées comme quoi vous auriez un module où on va détailler des choses. Donc moi, je ne dois pas donner plus une grande importance à ces questions-là. Non. Donc pour moi, je ne pense pas comme ça. Vous laissez encore 3 ans pour avoir des idées sur les courants économiques. C'est un chapitre important, donc qui est vraiment pour un économiste qui doit avoir un bagage sur ce plan, donc maîtriser l'essentiel, les courants, les principaux, depuis les mercantilistes jusqu'à Keynes, mais il y a aussi des auteurs après Keynes, hétérodoxes comme Schumpeter et d'autres, orthodoxes, des auteurs qui vont prolonger les travaux des fondateurs. Donc, c'est pourquoi 2 séances, 2 interventions orales. Il y aura les agents économiques, d'abord les systèmes, le 2e chapitre, les systèmes et les régimes économiques, le socialisme, le capitalisme. On va donner le côté théorique, mais les modèles de pays pour les 2 systèmes. Et on va montrer aussi la 3e voie, qui n'est ni capitaliste ni socialiste, c'est-à-dire comment on est dans les économies mixtes, les pays. Comment on est dans des économies où on a secteur privé public. Donc la 3e voie, on voit comment les défaillances du marché et les problèmes liés à l'intervention de l'État font qu'on est dans des modèles hybrides, dans de nouvelles voies. L'économie solidaire, les associations. Donc, le 3e chapitre, ça sera les opérations des agents économiques. On va définir c'est quoi un agent, les secteurs institutionnels. Et après, on va voir les différentes opérations. La production, notamment le PIB, ses limites, la dynamique économique, les cycles économiques, la croissance, la différence entre croissance et développement. On va voir aussi un 4e chapitre on va voir le côté les politiques économiques, le rôle de l'État, le budget de l'État, les politiques conjoncturelles, les politiques structurelles, les conceptions de l'État. Donc, on va avoir un autre chapitre, on va voir la monnaie et le financement, la monnaie et le financement. Donc, et le dernier chapitre, ça sera, donc on va voir aussi les déséquilibres, chômage, l'inflation rapidement. Donc, tout est déposé. Vous avez déjà un support de plus de 80 pages. Vous auriez aussi d'autres supports. Le dernier chapitre, ça sera sur la mondialisation, le commerce international, le système monétaire international, donc comment est organisé l'échange international, le GATT, l'OMC, et on va voir aussi le système monétaire international, on va voir la balance des paiements. Donc, je dois vous donner donc le maximum de choses, donc soit support écrit, mais aussi on aura beaucoup d'interventions orales. Donc, chaque semaine, une intervention orale jusqu'à fin février. Mais si l'examen reste encore un peu... si l'examen on a fin mars, on aura encore... Donc, il y aura des rattrapages. Donc, comptez sur moi pour plusieurs séances pour accompagner vos soucis, vos interrogations. Et à partir du mois de janvier, vous auriez la possibilité, donc ça sera sur live, vous auriez la possibilité de poser vos questions ici et pour vous répondre. Je vous remercie.